bienvenue dans cette nouvelle émission de vidéo de Rap en France. Aujourd'hui on accueille un rappeur qu'on affectionne particulièrement qui s'appelle Al. En effet Stéphane, avec un artiste qu'on a interviewé déjà à 3 reprises et pour lequel on a communiqué de nombreux projets et qui vient de sortir le 20 novembre dernier, Le Pays des Lumières, son 3e album solo. Et on n'est pas déçus. Et voilà, c'est plutôt une réussite et on l'accueille aujourd'hui avec plaisir pour qu'il nous évoque un petit peu cet album, sa préparation, son contenu et l'ambiance qui tourne autour. On l'attend, on se retrouve avec lui tout de suite. Salut Alain. Salut Ton album est Stéphane. sorti Salut Laurent. le 20 novembre. Ouais, le 20 novembre de Pays des Lumières. On l'a dans la main, un exemplaire à vous montrer. La preuve est là, on l'a acheté en plus, c'est pas toi qui l'as amené, on l'a acheté. Qu'attends-tu de la sortie de cet album? Qu'est-ce que j'en attends de tourner, de pouvoir balancer les nouveaux morceaux sur scène essentiellement. Après, il n'y a pas d'objectif, de fin en particulier. Hein. On verra par la suite, c'est la continuité. Pas le genre de rappeur qui a un objectif de vente. Non, c'est mort. C'est mort, non. Si c'était ça, mes attentes, il y a longtemps que je serais plus là. Alors on a préparé une très grande liste de questions. Ok, je suis prêt. Je vais laisser Laurent démarrer. On va directement aller dans le contenu de l'album. Allons-y. Donc on s'était rencontrés en mars dernier pour Ouais. l'interview. Exact. Tu disais que tu n'étais pas encore prêt pour faire les albums pour les mariages. Exact. Voilà. À l'écoute du Pays des Lumières, justement, on sent que le contenu n'est pas encore dans cette orientation musicale, avec un côté assez sombre. Visiblement tu veux toujours pas faire danser les gens. Non, non, c'est pas ça. Mon ADN, elle est pas constituée de ça, je pense. Voilà. Comment tu as pensé préparer justement cet album? Je l'ai pas pensé, je dirais non. Parce que les gens, des fois, font des albums concept, même ce genre de truc. C'est pas mon truc. J'ai fait des morceaux, mais il est vrai qu'à un moment, je me suis dit, tiens, j'aimerais avoir un morceau de cette couleur. Par exemple, le morceau avec Adil détaché, je voulais un truc à un moment léger dans l'album. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça pouvait faire du bien. Et de la même façon, il y avait à la base plus de titres que ça prévu. Il y a certains morceaux, quand je les écoutais dans la globalité, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas leur place dans le truc, sur le disque, donc je les ai retirés, mais j'ai pas cherché à avoir voilà, telle forme ou quoi que ce soit. Je fonctionne pas comme ça. Je fais mes morceaux un par un, et quand ils me semblent assez aboutis pour pouvoir être diffusés, je les enregistre. Tu parles justement de morceaux qui ont été retirés de l'album. Il y a le titre notamment Talmont Journal. Exactement. Exactement. Là, on vient de le balancer pour que les gens puissent l'avoir quand même, puissent le télécharger. C'est pas que ce morceau, je trouve qu'il soit moins bien que les autres, mais quand on écoutait dans l'ensemble, on disait non, il y a un truc qui va pas. C'était pas cohérent avec le reste de l'album. Peut-être, ouais. Il y a un truc qui va pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. C'est comme quand, voilà, toute proportion gardée, c'est comme quand tu fais un film. En général, les rushs, c'est forcément beaucoup plus long que ce que tu vois à l'écran. Et s'il y a un monteur, c'est aussi pour ça. Et des fois, t'as des versions qui, au départ, durent des fois un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure de plus que ce que les gens vont regarder en salle, parce que tu coupes pour avoir la cohérence que tu espères. Tu disais à l'instant que le morceau avec Adil c'était la touche un peu joyeuse, c'est en ça que je te pose la question. On sent que la couleur musicale, et pas forcément la couleur musicale d'ailleurs, mais les textes sont un peu plus optimistes qu'avant. Un petit peu plus optimiste, ouais, peut-être. Après, c'est même avec l'âge une certaine façon d'assumer les choses. On est tous peut-être à un certain niveau dans des rôles. Il y en a qui sont à fond dedans, il y en a qui sont voilà, un petit peu dans le rôle, et voilà, maintenant avec
avec la maturité, même si ça fait très cliché de dire ce genre de truc, tu assumes plus les choses. C'est vrai que même un morceau comme Un léger sourire aux lèvres, j'aurais peut-être pas pensé à l'écrire auparavant, j'aurais pas pensé à le faire, et au bout d'un moment, tu dis que voilà, la musique c'est ça, en tout cas pour ma part, des points de vue et des humeurs. Justement, j'allais dire justement ce morceau Un léger sourire aux lèvres, c'est vraiment un répertoire où on n'a pas l'habitude de t'entendre. Ouais. Comment ce morceau t'est venu? Est-ce que c'est une expérience L'idée m'est venue quand j'étais en vacances sur cette plage. J'ai eu des rimes qui me sont venues à l'esprit. Et ensuite, ça s'est vraiment mis en œuvre quand j'ai entendu l'instru de Iri, en fait, qui était super planant, comme ça. Et il m'a semblé que c'était le genre de truc qu'on pouvait raconter sur ce genre d'instru. Je voyais pas quoi, j'ai pas vu en tout cas moi quoi raconter d'autre que des bons moments sur le titre. Et puis voilà, même si c'est souvent claqué, souvent là, ce qui peut nous arriver au quotidien, de temps en temps, comme ça arrive que ça soit frais. Tu parlais de maturité et d'une certaine sagesse. Est-ce que c'est justement parce que tu entres dans la deuxième partie de ta vie? Peut-être, moi je pense que ça fait le premier titre. Je pense que ça fait partie de ça. Même si moi j'ai commencé à écrire tard, quand j'avais 22 piges, et j'étais à cet âge-là pas si vieux que ça, mais j'ai toujours essayé. Et naturellement, voilà, j'écrivais des choses assez terre à terre, assez réalistes, je crois. Et à quel moment tu te dis, j'entame la deuxième partie de ma vie? Je sais pas s'il y a eu un déclic, un déclic forcément, mais voilà, des choses de la vie personnelle, tu sais que tu commences à imaginer les choses d'une autre façon. On ne te regarde plus de la même façon, toi tu ne regardes plus les gens de la même façon. Tu commences, moi je fais du rap, mais j'ai moi-même forcément un point de vue sur les jeunes de notre société, ce que j'avais pas auparavant parce que j'en faisais partie, ce genre de choses. Et c'est petit à petit que tu commences à sentir que les choses changent. T'as plus la même façon de penser, la même façon de voir les choses, le même ressenti que quand t'as 20 piges. Et heureusement, des fois il arrive qu'il y a des gens à un certain âge, ils soient encore dans la même cogite que quand ils ont 20 ans. Ouais, après, il faut gérer ça, quoi. Justement, tu parlais de choses personnelles. Bon, je vais faire un peu les choses dans le désordre, mais je parlais du dernier titre de l'album, ouais, qui est également dans un répertoire sur lequel on n'a pas l'habitude de te voir, ouais. Où tu lèves l'intimité sur ta... Ouais, après, honnêtement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. J'aurais pu aller beaucoup plus en profondeur. Après, voilà, je parle de la maladie, de l'épreuve que c'est pour la personne et pour les gens autour d'elle. C'est dans le titre, il pensait. Il pensait, c'est ça. Je précise pour les autres. Exact. Je parle de la maladie et de l'épreuve que c'est pour les gens autour de la personne qui est malade. Mais c'est un morceau, je trouve, il y a beaucoup de réserve. Si vraiment tu peux dire des choses, mais après, voilà quoi. J'ai pas envie de mettre cette personne forcément trop mal à l'aise. C'est quelque chose qu'on ressent dans tes textes, généralement une certaine pudeur alliée à une certaine façon d'écrire des textes. Ouais. Tu fais ressentir vraiment tes émotions, mais toujours en gardant une certaine réserve. Ouais, exactement. Après, faut rester respectueux, même si le morceau au final il peut être assez dur. Il aurait pu être plus dur que ça, mais le but c'était pas d'être dans le voyeurisme non plus, quoi. Je trouve qu'il est intimiste, mais il reste juste. Voilà, peut-être. Il franchit pas la ligne. Oui, après tu peux être dans le je sais pas comment. En fait, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui, finalement. Exact, oui. Le message est universel.
Oui, oui, c'est ça, voilà, c'est la peur qui entoure ces moments-là, et ça arrive à tout le monde, ça arrive à beaucoup de monde. Mais après, il faut faire attention de ne pas tomber dans le pathos ou dans comme je te disais, dans le voyeurisme. Est-ce que justement cette orientation musicale et textuelle un peu différente, c'est DJ Sax qui assure la plupart des productions. Est-ce qu'ensemble vous avez réussi à travailler aussi bien que sur les 2 précédents volets? Et est-ce qu'il a réussi? Ça a changé dans le sens où avant quand Sax me présentait un instru, j'étais capable de dire ok c'est bien, mais tu vois là c'est la séquence du couplet là, cette séquence là garde la même sur tout le couplet et garde la même sur tous les 3 autres couplets aussi. Et là maintenant quand il me proposait des trucs avec des structures qui variaient, je les gardais et moi j'ai essayé de m'adapter dessus. Et je pense qu'à ce niveau-là, par rapport aux albums précédents, c'est ce qui fait qu'il y a peut-être un petit peu plus de relief, qu'il est un petit peu plus vivant. Moi, je parle de mon oreille à moi, en tout cas. Moi, je l'écoute un peu mieux que les albums d'avant. J'ai mis très longtemps à me rendre compte de l'erreur que je faisais, c'est de ne pas écouter les beatmakers, en fait. Et de voir que mon truc de MC où je voulais la séquence et rapper dessus comme ça. Et est-ce que c'est ça qui t'a orienté vers plus de musicalité? Et ce qui est surprenant, on t'entend chanter sur les morceaux. On entend faire le con. Ah, tu chantes. On tu chantes top peut-être, tu chantes. C'est quelque chose honnêtement à laquelle je ne m'attendais pas du tout en écoutant l'album, surtout pas pour le premier morceau. Est-ce que c'est un de tes beatmakers qui t'a orienté vers ça? Pas du tout, parce que en fait c'est vu le thème auquel je me suis le thème que je me suis fixé, je me suis dit que l'idée de chanter, voilà, ça évoquait aussi le basculement. Comme ça, et quand j'écoutais la musique, j'avais cet air qui m'est venu à l'esprit, puis j'ai tenté. Tu t'es dit, allez, plus rien à faire. J'ai tenté, mais à la base, il n'y avait pas l'effet qu'il y a sur la voix, mais j'ai pas assumé complètement de chanter, donc j'ai mis l'effet sur la voix. D'accord, c'est ça aussi. Ça, c'est le premier pas vers l'autotune, t'es au courant? Je sais pas. Je connais pas la procédure. Donc justement, tu nous parlais de morceaux un peu plus entraînants, un peu plus vivants. Il y a le titre Al-Qaïda avec le beatmaker Joe Watt. C'est ça, ouais. C'est une première collection entre vous. Exactement. En fait, l'instru, c'est DJ Hamdi qui me l'a suggéré pour un urban shoot qu'on devait faire. Et pour son truc, j'avais écrit que la première partie du morceau. Et j'ai accroché l'instru et j'ai écrit ensuite la deuxième partie. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je te disais que j'ai pas pensé l'album de telle ou de telle façon, parce que des fois, il y a des morceaux qui sont des accidents. En fait, c'était pas prévu, je crois que c'est le dernier morceau que j'ai enregistré. Et c'est un titre que tu as écrit sur plusieurs semaines, du coup Moi, j'ai dû écrire la première partie pour Hamdi et le reste, ensuite, 2-3 semaines après, peut-être. Voilà. Mais ouais, c'est un accident, et donc, comme on trouvait ça bien, on a voulu le mettre sur le disque. Et justement, c'est un morceau qui, malheureusement, entre tellement dans l'actualité sans le vouloir, forcément. De par le titre, fait écho à l'actualité, malheureusement. Mais parce que d'une part, et surtout parce que à travers ce que je raconte, c'est un peu souvent ce qui revient dans ce que j'écris, le vécu d'un noir banlieusard en France. Voilà, m'inspire les choses que je peux raconter dans le morceau, qui évoque la différence, le mépris et ce que ça peut engendrer comme frustration. Et est-ce que malheureusement il ne va pas être encore plus d'actualité maintenant dans les thématiques que tu abordes? C'est-à-dire justement les différences, le racisme, l'islamophobie. Il sera plus, je sais pas, parce que après moi ce qui m'étonne c'est qu'il y a beaucoup de disques de rap qui sortent et qui sont pas
du tout dans l'actualité, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y sera plus? Est-ce qu'on va plus écouter les gens qui tiennent ces propos-là pour autant? J'aimerais bien, mais c'est utopique, limite. Est-ce que les choses vont changer dans ce sens-là? Est-ce que les gens seront plus à l'écoute? Est-ce que les gens sont moins indifférents? J'en suis pas convaincu. J'ai une petite nature fataliste comme ça qui me donne envie de dire non. Ça s'entend sur certains morceaux. Justement, tu parlais de la condition noire en France, la condition même plus globalement immigrée. C'est un thème récurrent dans tes œuvres. Comment ton regard a évolué sur cette question? Tu veux dire artistiquement Artistiquement dans un premier temps et ensuite humainement. Elle a, en grandissant, tu t'enrichis de plein de choses. Et mon regard là-dessus, j'ai presque envie de dire qu'il a empiré. Parce qu'au fur et à mesure, tu captes de plus en plus les nuances, tu détectes de plus en plus les choses qui ne vont pas. Ce qui auparavant pouvait te sembler normal des fois, au final tu apprends à te rendre compte de ce qui ne va pas dans beaucoup de situations, dans beaucoup de rapports, que ce soit et à travers les différents milieux. Est-ce que c'est l'origine du morceau Dans ses yeux? Tout ça. Dans ses yeux, à travers le premier couplet, oui, c'est une situation où... Que tu as ouais, voilà, exactement. Et dans ses yeux, ça évoque le non-dit, surtout. Des choses que tu ne pourras pas présenter en tant que preuve accablante lors d'un tribunal, lors d'un jugement, mais on a tous des sensations à certains moments face à des regards, face à des situations, et on sait très bien que ces choses-là non dites, ce sont les choses qui disent l'essentiel, souvent malheureusement. Oui, mais c'est clair, c'est comme ça au départ, tu te dis bon, de toute façon personne ne sait parler, personne ne sait vraiment le fond de la pensée l'un de l'autre, mais justement s'il y a un problème, le problème est tellement grave qu'on n'est pas capable de s'en parler de toute façon, parce qu'on va aller, on risque forcément d'aller au clash. Et que ce sont souvent des cicatrices chez l'un comme chez l'autre, chez la personne qui se montre indifférent, méprisant, comme chez la personne qui subit ces choses-là. Ce sont des choses parfois et souvent très profondément ancrées, que effectivement elles ne voient pas le jour comme ça, boum, spontanément tous les jours. Et j'ai presque envie de dire d'une certaine façon, heureusement. Parce que sinon, tous les jours, il y aurait des gens qui s'entretueraient. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Tu parlais justement de fatalité et de cicatrices. Un des titres les plus fatalistes de l'album, c'est Les 5 gardiens. Voilà, comment au niveau de l'écriture, tu as été amené à le faire? J'ai trouvé je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je me rappelle plus comment le gimmick comme ça est arrivé, mais j'aimais bien l'image du gardien. En fait, ça fait un peu film fantastique ou livre fantastique. Tu trouveras les 5 gardiens. Oui, exactement. Il y a un côté un peu. On a l'impression que tu nous emmènes dans une quête. Ça fait du mythologie. Exactement. Mais ça parle en fait tout simplement de la condition de chacun dont on a du mal à se défaire. Et voilà, moi je sais que j'ai entendu que je crois qu'aujourd'hui il y a encore moins de gens issus des plus basses classes sociales qui arrivent dans les grandes écoles qu'il y en avait il y a 60 ou 70 ans. C'est qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau institutionnel pour que tu restes à ta place, tout bêtement, quoi. Et pour que les schémas se reproduisent, quoi. Pour qu'un fils d'ouvrier
mettre au monde un autre fils d'ouvrier et que ça s'enchaîne. Et qu'en France, on est malheureusement, je crois, super fort dans ce domaine. Et la représentation des gens les plus diminués, elle est quasiment inexistante au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau culturel. Justement, tu parles du manque de représentation de certaines minorités, de toutes les minorités finalement dans le milieu médiatique. Tu trouves pas ça un peu paradoxal par rapport aux attentats de ce mois-ci, qu'on demande à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, puisque c'était le même cas pour Charlie Hebdo, on demande aux musulmans de se désolidariser, sauf qu'on ne les voit jamais. À la télé, tu ne vois jamais un musulman. Même s'ils le sont musulmans, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? C'est pas paradoxal. Ça dit exactement ce que ça veut dire. C'est une injonction déjà à la base. Et ça dit ce que ça veut dire. C'est un déni flagrant du problème dont on est en train de parler en fait. Comme tu dis, après ça, tu vas avoir des plateaux télé où on va parler de l'islam, tout ça, où tu vas avoir 5-6 hommes blancs qui vont parler d'islam. Les gens ne voient pas qu'il y a un problème. Que la parole, elle n'est que dans un sens. Que le dialogue, il est unique. Après, médiatiquement, c'est ça. On te raconte tous les jours que l'étranger est là pour te dépouiller de tout, même de ta culture, que le pauvre, que c'est un feignant, que c'est de sa faute s'il est dans cette situation-là, alors que c'est le mec qui gouverne qui te baise. C'est ça, il a le problème. Ouais, bien sûr, non, je trouve pas ça paradoxal. Pour moi, c'est tout à fait cohérent avec le reste. Quand tu peux pas allumer la télé sans qu'on crache sur les noirs, sur les arabes, sur les musulmans, sur tout ce qui peut être différent, sur les roms, et que lorsque ce genre de choses arrive, on leur dit oui, bah alors, comment ça, c'est vous bah. Pour moi, c'est pas paradoxal, ça correspond, c'est cohérent. Ouais, exactement, c'est cohérent, c'est logique. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu évoques de manière explicite dans le titre éponyme de l'album, Le Pays des Lumières. Ouais, c'est ça. Donc, si je te dis Le Pays des Lumières, qu'est-ce que ça t'inspire ? Non, c'est ça, c'est cette espèce d'hypocrisie, ce marketing sur une supposée ouverture d'esprit, sur une supposée philosophie qu'on a vendue à travers le monde, alors que voilà, nous on vit une réalité qui n'est pas du tout éclairée et sur qui on ne met pas la lumière. C'est par exemple sur ce titre-là que je trouve que l'album il résonne, enfin ce titre de l'album résonne beaucoup mieux après les attentats, justement, après tout ce qui se passe, l'état d'urgence, la privation de droit pour certaines personnes. Je trouve qu'avec le recul, il résonne beaucoup mieux maintenant que. Alors, je me doute que tu ne l'as pas fait dans cette volonté-là, mais. Ah oui, si, c'est clair, ça résonne d'autant plus, mais le problème, c'est que ce propos, les événements d'aujourd'hui, ils sont aussi, malgré tout ce qu'on peut dire, en partie arrivés parce que les gens qui tiennent ce propos, ils trouvent pas d'oreille, ils trouvent pas d'écoute. On dit qu'on va fermer les frontières pour résoudre tel ou tel problème, mais on parle de Drancy, de Bobigny, de Saint-Denis. C'est des choses qui se passent ici. Après, oui, il y a des choses à l'étranger qui font écho à ça. Ce sont les mêmes choses qui jouent d'une certaine façon, mais les gens ils font semblant de ne pas voir qu'il y a un problème ici. Et il y a un problème ici. Quand tu as des jeunes Français qui sont capables de tuer d'autres Français, c'est qu'il y a un problème en France. Un problème qui est d'ailleurs pris à la racine dans le titre Mineur, qui évoque un petit peu, c'est une sorte de flashback
Comment justement t'en as été amené à écrire un tel titre? C'était pour évoquer le fait que des fois, parfois très jeune, tu peux rapidement être égaré. Après, en réalité, la grande majeure partie des gens se remettent vite droit et reprennent une vie comme le citoyen lambda. Mais il y a des gens pour qui cette partie de leur vie peut être fatale et tourne mal. Sur le morceau mineur, tu es en featuring avec Kaza et Vijay. Yes. Est-ce que c'était acquis d'avance que sur ton album il était copain de la Social Club? Il devait y avoir même Prodige, après pour des raisons plus drôles qu'autre chose, il est pas dessus, mais je voulais pas être tout seul sur l'album, parce que si je ne me trompe pas, sur Termina 3, il y a personne, et je pense que c'était peut-être pas une bonne idée. Je pense que pour les histoires dont je te parlais tout à l'heure, de richesse, de relief, pour faire un truc qui s'écoute, qui s'absorbe un petit peu plus aisément, il faut d'autres voix, d'autres différentes un petit peu tendances au niveau des instrus, ce genre de choses. Du coup, on retrouve Taïro sur le morceau Comment bien. Donc voilà, c'est un univers un peu justement différent du tien. Ouais. Parce que c'est pareil sur ce morceau, je voulais chanter sur le refrain, et j'ai dit non. Et t'as laissé ça. Deuxième échec, deuxième fiasco. Et on connaît quelqu'un en commun en fait, qui nous a mis en relation, je lui ai fait écouter le truc et il a posé sur le morceau. Il y a un autre associable qu'on retrouve sur le titre, sur l'album, c'est Adil. Adil, ouais, de matières premières, ouais. Quelqu'un qui est en collection depuis le début. Ouais, depuis le début, il fait partie de notre label, il bosse sur ces trucs, il va arriver bientôt. Il est déter sur le terre-terre. Justement, tu parles du label, c'est le label Matière Première, C'est ça. Qui a été créé au début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Exactement, en 2004, je crois, la première. Et aujourd'hui, qui compose ce label? Moi, Adil, essentiellement, Raph, qui est en back-office et qui fait beaucoup de choses. Il y a Steph qui est un petit peu moins assidu que nous autres, mais Adil sera là bientôt aussi. Non. Alors on l'a pas évoqué au début de l'interview, mais l'album a été assorti d'un appel à un financement participatif. Exactement. Dans le but de réaliser des clips. Exactement. Cet appel a reçu un certain succès. Succès. Pour les succès, plus de 10 000 € récoltés qui t'ont permis de réaliser 2 premiers clips, Mon pote et la même chose. Est-ce que d'autres réalisations sont en cours et sont prévues? Ouais, exactement, il y a d'autres morceaux qui... Sous-entendu, est-ce que t'essayes pas de nous arnaquer? Non. Je vais partir en vacances, j'ai des photos de votre argent. Non, pas du tout, on continue de bosser là-dessus. Ouais, c'est passé par un Kiss Kiss Bang Bang. On a sollicité les gens, ils ont donné ils ont contribué, ils ont eu des contreparties en contrepartie, tout bêtement. Et voilà, c'était un petit miracle, ouais, et ça nous a donné une vraie force. On avait besoin de ça parce que, si je peux parler de modèle économique, comment nous on fonctionne, le fait de devoir faire des clips, la promo, tout ça derrière, c'est ce qui plombe un petit peu le truc, à notre niveau, avec nos chiffres de vente à nous, tout ça, et on a décidé de mettre les gens à contribution. Les gens le font quand ils achètent ton disque à la fin du processus dans les bacs. Et là, on s'est dit que c'est aussi bien que les gens puissent le faire dès le début pour que justement le disque existe tout bêtement aussi. Parce que nous, on est un peu des gars qui font de la musique comme ça, parce qu'on bosse à côté et tout ça. Après, dans le rap, je sais que ça se fait maintenant de plus en plus, chez les ricains, vraiment beaucoup plus. En France, les gens sont encore frileux un petit peu avec ça. Giorgio qui a financé son album. Ouais, il a fait ça aussi. Mais je sais que les gens sont un petit peu frileux parce que le rap en France, c'est pas vu, même par les gens qui l'écoutent, par une grande partie des gens qui l'écoutent, comme une musique en tant que telle. C'est vu comme un ascenseur social.
Et si ton ascenseur est tout le temps bloqué au premier, je dirais, on se dit que ça n'a aucun intérêt en fait. Mais voilà, des fois tu peux monter au premier si tu y es bien. Justement, tu as un travail à côté, comme tu disais. Exact. Tu as toujours affirmé que vivre de ta musique n'était pas un objectif premier. Non. Est-ce que tu penses justement que avoir une vie professionnelle à côté, ça donne un élan à la créativité artistique ou au contraire ça la freine? Pour ma part, oui, parce que j'ai déjà vécu les périodes où je faisais que de la musique et j'étais beaucoup moins créatif. Je faisais beaucoup moins même dire créatif, ça fait très artiste, tu vois, mais je faisais beaucoup moins de choses. J'écrivais pas, j'enregistrais pas mes morceaux. Et parce que moi, je sais que c'est souvent quand je me fais chier, je dis pas que le taf me fait chier en soi, quoi, mais quand ça va pas, que j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit, bizarrement. Je vais changer un peu de sujet, mais pas trop. On s'était rencontrés fin 2011, donc il y a 4 ans. Et à l'époque, je t'avais posé la question de savoir si tu disais aux gens que tu faisais du rap. Est-ce que tu l'assumais? Et tu m'avais dit à l'époque que tu voulais pas trop être assimilé à tous les guignols, je cite, qui font du rap. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours un peu le cas, hein. Je peux le mettre depuis longtemps, je vois pas l'intérêt. Parce que je te dis, franchement, mon souci, en tout cas à moi, c'est que les gens ont une certaine idée du rap. Et je sais pas, je vois les choses à l'envers. Je me dis peut-être que s'ils écoutaient ce que tu fais, ils ne poseraient pas cette question-là même. Est-ce que tu fais du rap carrément, tu vois? Et ils ne poseraient pas les questions qu'ils te posent. Parce que les gens, souvent, quand tu leur dis que tu fais du rap, ils te demandent si tu connais Booba. Tu vois, je sais pas que c'est quelque chose contre Booba ou je sais pas quoi, mais les gens ils sont dans le fantasme. Voilà. Pour eux, faire du rap, comme je te parlais, c'est uniquement un ascenseur social et ils comprennent pas trop. Et tu te demandes, tu fais du rap, ils te demandent tout de suite et ça marche. Tu vois, tu as un mec qui joue de la musique, qui joue de la guitare dans son garage, tu lui demandes pas est-ce que ça marche. Tu vois, un mec quand il dit je fais du violon ou quand il dit voilà je chante ou je sais pas quoi, tu lui demandes pas forcément est-ce que ça marche. Mais le rap, il n'a pas cette tolérance-là. Il y a une dictature comme ça du succès. On lui accorde pas le statut de musique finalement. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de ça, non? C'est dans l'opinion publique. Puisque de toute façon, la majeure partie de ce qui est mis en avant dans le rap, c'est des gens qui rappent qui sont riches. Du coup, tu es loin d'avoir la démarche de vouloir véhiculer et de faire la promotion de cette musique. De cet aspect-là des choses. Voilà. Non, moi mes potes ils vont se foutre de ma gueule direct. Ça va être dur à gérer, je ne vais pas y arriver. On ne verra jamais dans un clip de Maître Gims. Voilà. C'est pas l'envie. A priori, ça non. fait comme jamais, non? A priori, non, t'as vu, ça fait comme tous les jours. Le disque Le Pays des Lumières va s'accompagner d'une tournée. On va essayer, ouais, on va commencer à prospecter pour aller parce que c'est ce qu'il y a de plus drôle dans le rap de toute façon. C'est d'aller bouger avec ses potes. Sur Terminal 3, t'avais, si mes souvenirs sont bons, pas vraiment tourné. Non, pas exactement, ouais. Mais pas Très peu, pas assez à mon goût. Parce que ouais, en tout cas, si un disque est fait, si tu me dis ouais, tu dois tourner toutes les semaines, ça c'est marrant. Parce qu'il se passe quelque chose. Du coup, l'aventure sociale, elle est terminée? C'est fini, oui. C'est fini, il n'y a plus de date de prévue. Non, c'est terminé, ça s'est arrêté au Point Piper. Voilà. Et c'est quelque chose que vous voulez reprendre? A priori, non. Je pense pas. Là, en tout cas, beaucoup d'entre nous sont sur leur projet perso déjà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a fait le tour. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir donné. Si on rappelle que Le Pays des Lumières est sorti le 20 novembre dernier. Depuis le 20 novembre. Et on lui souhaite le meilleur. Dans toutes les bonnes créneries. Voilà. Exactement. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.